suis pas contre un accord avec les États-Unis, mais il faut prendre des précautions qu'on ne prend pas. Parce que vous allez voir qu'il y a des raisons de prendre des précautions. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai presque fini, mais il faut quand même que je sois honnête avec vous. Il y a dans ce mandat de négociation toute une série d'articles qui disent le contraire de ce que je viens de vous dire depuis 1h29. Ce sont les garanties. C'est ce qu'on trouve dans les lettres des députés socialistes français qui répondent à des collectifs anti-grand marché transatlantique qui sont inquiets. Ils disent, mais toutes les garanties sont dans le texte. Voyons ce qu'il en est. C'est vrai, on trouve des phrases du style « Il faudrait protéger les normes sociales. L'accord ne devrait pas porter atteinte aux normes environnementales. » Il y a des juristes dans la salle? Vous savez, comme les juristes savent comme moi, que le seul temps qui vaut obligation, c'est le temps présent. On fait ou on ne fait pas. Mais on devrait faire. Ça, c'est le conditionnel des vœux. Qu'ils soient pieux ou pas, c'est autre chose. C'est que ça là-dedans. C'est que des vœux. Mais au-delà de ça, là aussi c'est un piège à con. Et nous ne sommes pas cons. Qu'est-ce que nous voyons en matière de normes sociales? Qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans dans l'Union européenne, si ce n'est la privatisation des services publics, le démantèlement progressif du droit du travail? Alors soudainement, parce qu'on négocie avec les États-Unis, on va défendre les normes sociales qu'on s'acharne à détruire année après année. Ce n'est pas crédible. C'est d'autant moins crédible qu'on fait comme si, mais c'est toujours la même chose. On mise toujours sur l'ignorance des gens. On mise, non seulement ils entretiennent le secret, mais en plus ils misent sur notre ignorance. Or, nous savons. Et si vous ne savez pas, je vous le rappelle, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un organe dont les arrêts sont immédiatement applicables par tous les États de l'Union. Elle a adopté 4 arrêts en 2007-2008. L'arrêt Ruffert, l'arrêt Laval, l'arrêt Viking, l'arrêt Commission contre Luxembourg. Et dans les 4 arrêts, qu'est-ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne? Le droit à la concurrence passe avant le droit social. Comment, soudainement, parce qu'on négocie avec les États-Unis, on va revenir sur des arrêts de la Cour de justice? Ces garanties ne sont pas crédibles. Alors, si vous voulez des petites circonstances concrètes, je vais faire appel à votre connaissance de la politique intérieure égyptienne. Oui. Ben, vous savez comme moi, M. Moubarak a été renversé, c'était le printemps arabe, jusque-là tout allait bien. Mais malheureusement, après, sont arrivés les frères musulmans. Alors, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais force m'est de reconnaître que les frères musulmans ont fait adopter une loi que je trouve intéressante. Ils ont adopté une loi qui dit que toute entreprise étrangère qui utilise en Égypte du personnel égyptien doit appliquer un salaire minimum garanti. C'est plutôt bien, non? J'ai le regret de vous annoncer que la Commission européenne a déposé plainte contre l'Égypte à l'Organisation mondiale du commerce pour discrimination. Et si vous voulez un exemple du même tonneau en matière d'environnement, eh bien là, je vous déménage de l'Égypte et je vous conduis au Canada. Ou au Canada, vous savez comme moi, ce ne sont pas des régions, mais des provinces. Ben, comme il y en a ici. Et il y a une province qui s'appelle l'Ontario. Et les dirigeants de l'Ontario, que je ne connais pas et ça n'a pas d'importance, ils ont adopté une fiscalité que je trouve très sympathique. Elle est dégressive. Moins une entreprise pollue, moins elle paye de fiscalité. C'est bien, non? Pas pour la Commission européenne. La Commission européenne a déposé plainte à l'OMC contre le Canada pour la fiscalité de l'Ontario. Comment prendre un seul instant au sérieux ces soi-disant garanties? Bon. Ah oui. J'ai oublié de vous dire un truc. Parce que j'ai fini, hein. Mais il y a un article dont j'ai oublié de vous parler. Parce que figurez-vous que dans ce document qui est secret, il y a un article sur la transparence. Oui, oui. Il y a un article sur la transparence, et cet article dit que, évidemment, et c'est normal ça, toutes les firmes
du grand marché transatlantique devront être informés des législations et des réglementations en vigueur partout. Ça, j'ai rien à dire. Nul n'est censé ignorer la loi, mais elle est devenue tellement nombreuse que c'est un peu difficile. Donc il faut mettre, et avec les moyens informatiques qu'on a, il faut mettre ça à la disposition de tout le monde. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'article sur la transparence dit que la structure institutionnelle devra être avisée de toute initiative en vue de nouvelles législations ou de nouvelles réglementations. Ça veut dire que le droit des États à réguler va désormais être soumis à cette structure institutionnelle supranationale. Bien, nous avons fini. Donc avant de conclure, il faut quand même que je vous dise quels sont les avantages. Hein? Ah ben oui, on le lit tout le temps. C'est bon pour la croissance et pour l'emploi, non? Ça va créer plein d'emplois. Ça va être formidable. Comme l'acte unique européen nous annonçait que le marché unique allait créer plein d'emplois. Bon, ben voyons ce qu'il en est. Je dois vous dire que la Commission européenne a commandé une étude à un institut très sérieux, et là je rigole plus, hein, très sérieux, un institut basé à Londres, pour faire des estimations, des évaluations de combien de pourcentage de taux de croissance et combien d'emplois créés. Et à ce propos-là, c'est tragique à dire, mais nous sommes en présence d'un exercice d'une malhonnêteté intellectuelle monstrueuse. Évidemment, le rapport de cet institut est en anglais. Et tout le monde ne va pas se précipiter pour aller le lire. Mais moi, je l'ai fait. D'abord, les auteurs de cette étude disent, premièrement, on nous a demandé mission impossible. Comment évaluer en termes d'emplois créés la modification d'une norme technique sur la fabrication d'une automobile ou d'une machine à laver? Comment évaluer en termes de croissance la modification d'une norme sociale ou d'une norme environnementale? Et donc, il conclut que faire des prévisions à court terme, c'est impossible. Et donc, ils disent, il faut nous donner un horizon assez lointain pour pouvoir faire des estimations sur ce que les objectifs du grand marché transatlantique vont apporter. Alors, voilà, ça vous ne l'avez jamais entendu. Ce que je vais vous montrer, c'est dans le rapport. Par contre, ce qui n'est pas dans le rapport, et je vais vous donner le moyen de vérifier, c'est la chanson de la Commission européenne, relayée par certains gouvernements et toujours les mêmes journalistes serviteurs de leurs employeurs, c'est qu'il y aurait 514 € par famille en plus chaque année. Ça ne se trouve dans aucun rapport. Par contre, ce qui se trouve dans le rapport, c'est qu'à l'horizon 2027, c'est-à-dire dans 13 ans, il y aura 0,5% d'augmentation du PIB et entre 400 et 500 000 emplois créés, alors que cette année-ci, nous en sommes à 27 millions de chômeurs dans l'Union européenne. Vous pouvez noter Center for Economic Policy Research. Si vous allez mettez ça sur Internet, vous allez tomber sur le site du centre de recherche et vous trouverez le rapport. Et vous pourrez le lire. Vous ne trouverez pas les 514 €, mais vous trouverez ça. Tout ça pour ça. En plus, depuis, il y a 4 autres rapports. Donc on en a 5. Et dans les 4 autres rapports, il y en a un qui est intéressant, parce qu'il est allemand. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, tout ce qui est allemand, c'est mieux que n'importe quoi. Hein, c'est la parole d'évangile. Et donc, en plus, c'est l'Institut Bertelsmann. Donc l'institut que consulte régulièrement le gouvernement allemand. Et qu'est-ce qu'il dit, cet institut? Ah, c'est pas 2027, c'est 2029. 15 ans. C'est pas 0,5, c'est 0,8. C'est pas 500 000, c'est 800 000. Et moi, je peux vous dire que sur les 5 études, il n'y en a pas une qui annonce 1 million d'emplois créés. Il n'y en a pas une qui annonce au moins 1% de taux de croissance. Tout ça pour ça. Mais c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est le baratin. Pour nous gober, pour nous tromper. L'objectif, c'est de donner le pouvoir aux firmes privées. L'objectif, c'est de réaliser le vœu de Rockefeller. Parce que si par malheur, ce traité devient une réalité, pour le secteur privé, ce sera la baisse, voire la disparition des obligations sociales, sanitaires, environnementales et culturelles. Ce sera la liberté d'investir ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, et d'en retirer le profit qu'il veut.
Ceci est la définition de l'investissement par le PDG d'American Express. Ce sera le secteur privé l'unique bénéficiaire de la concurrence libre et non faussée. Et les normes seront édictées par le privé, pour le privé. Ce n'est pas un accord pour la croissance et pour l'emploi, c'est un accord pour enlever au gouvernement et au Parlement les choix décisifs en matière de choix de société. Vous allez dire que j'exagère, que tout ça c'est pas possible, que c'est trop gros. Ben je vous le disais tout à l'heure, nous avons un exemple vivant, grandeur nature, en plus sur 20 ans. L'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et comme je vous le disais, la chance, c'est que, comme vous le savez, au Canada, il y a le Québec, donc il y a français, c'est que si vous allez sur Internet, vous pourrez trouver l'ALENA, le texte de l'ALENA, et puis vous le comparerez avec le texte du mandat européen. Vous verrez, c'est la même chose. Cet accord a 20 ans. Il avait 20 ans au mois de janvier. Et donc, à partir du mois de janvier, au Canada, aux États-Unis et au Mexique, il y a eu plein de rapports, comme celui-ci. ALENA, en anglais, ça se dit NAFTA. Hein. Il y a eu plein de rapports comme celui-ci qui ont fait le bilan de 20 ans. Le rapport le plus intéressant, c'est un rapport américain sur les salaires. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, ce sont les salaires du Mexique qui ont tiré vers le bas les salaires américains et les salaires canadiens. Comme nous voyons déjà chez nous, depuis qu'on a fait le grand élargissement dans la précipitation, qui permet de faire la concurrence de tous contre tous dans ce grand marché unique européen, les salaires d'Europe de l'Est qui tirent vers le bas les salaires d'Europe de l'Ouest. Les rapports canadiens sont extrêmement sévères à l'égard des États-Unis. Les Canadiens disent, je parle de rapports universitaires, hein, les Canadiens disent, les États-Unis ne respectent pas l'accord. Ils continuent de protéger certains secteurs, ils continuent de subventionner leurs géants industriels et leurs géants agricoles. Il y a même dans un rapport une phrase qui est terrible, qui dit « La signature des États-Unis n'est pas digne de foi ». Et on est fondé à les croire. D'abord parce qu'ils ont vécu ça pendant 20 ans, et ensuite parce que M. Obama vient de nous en donner l'exemple. M. Obama se fait élire pour la première fois, il négocie et signe un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Après sa deuxième élection, M. Obama viole cet accord pour protéger Apple contre Samsung. Les États-Unis protègent les intérêts des États-Unis avant toute chose. Les États-Unis sont libre-échangistes quand ça leur profite et protectionnistes quand ça leur profite. Nous sommes dans le dogmatisme du libre-échange absolu. Vous vous souvenez ? Quand la Commission européenne a interdit de construire des géants automobiles européens en capacité de concurrencer sur la scène mondiale, au nom du libéralisme le plus dogmatique. Il y a 20 ans, il y avait dans la Constitution du Mexique une disposition, un article qui protégeait des territoires des peuples premiers, donc ceux qui étaient là avant qu'arrivent les Européens. Un investisseur américain a trouvé que c'était une limite intolérable à son droit d'investir où il veut. Il a donc demandé au secrétariat de l'ALENA de créer un groupe d'arbitrage pour attaquer le Mexique. Et le Mexique a évidemment perdu. Et le Mexique a été placé devant l'obligation soit de payer des compensations, soit de supprimer l'article de sa Constitution. La Constitution, c'est pas un chiffon de papier quand même, hein. Eh bien, il a supprimé l'article de sa Constitution. Il y a un peu plus de 20 ans, le Mexique était exportateur net de produits agricoles. C'était le grenier à maïs de l'Amérique latine. Il était autosuffisant, il s'enrichissait en exportant. 20 ans d'ALENA plus tard, le Mexique est importateur net de produits agricoles et entre 3,5 millions et 5 millions de paysans ont perdu leur emploi. 20 ans d'ALENA plus tard. C'est exactement ce que redoute le professeur Berthelot pour nous. Alors 20 ans de pratique du mécanisme de règlement des différends, donc de l'arbitrage. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, en 20 ans, à 30 reprises, des firmes américaines ont déposé plainte contre le Canada
un groupe d'arbitrage a été créé et 30 fois, le Canada a perdu. En 20 ans, à 5 reprises, des firmes privées américaines ont déposé plainte contre le Mexique. Un groupe d'arbitrage a chaque fois été constitué et 5 fois, le Mexique a perdu. Par contre, en 20 ans d'ALENA, 26 firmes, soit mexicaines, soit canadiennes, ont déposé plainte contre les États-Unis et 26 fois, elles ont perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce groupe d'arbitrage, ce mécanisme de règlement des différends, c'est un leurre. C'est une sorte de fiction pour faire croire à une justice qui n'existe pas, dont le seul objectif est de donner raison aux firmes américaines. Il faut le savoir. Voilà, j'en ai pratiquement terminé, mais en guise de conclusion, je voudrais lire avec vous ce que disait devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 1972 le président Salvador Allende. Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. 1 an plus tard, vous le savez, c'était le coup d'État au cours duquel il perdait la vie. Et nous savons, les archives ont parlé, que ce coup d'État fut notamment préparé dans les locaux et par les services de la multinationale américaine ITT. Nous savons aussi qu'après ça, ce fut une dictature sanglante au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine où furent expérimentées les pratiques néolibérales que l'on veut nous imposer aujourd'hui avec le projet de traité transatlantique. Heureusement, petit à petit aujourd'hui, les pays d'Amérique latine s'émancipent de la tutelle américaine. Ils viennent de prendre des initiatives pour retrouver une liberté qu'ils n'ont jamais eue. Nous avons l'exemple de l'Amérique latine. Nous avons l'exemple de l'ALENA. Il nous appartient à chacune et à chacun d'entre nous de ne pas avoir le grand marché transatlantique. Je vous remercie de votre attention.